Paris réussi pour la convention de la droite. Avec plus de 2000 personnes et une trentaine d'intervenants, la nouvelle initiative pour l'Union des conservateurs a été couronnée de succès médiatique. Reste à trouver la tête couronnée. Sébastien Kurz, bientôt de retour à la chancellerie, 4 mois après avoir été renversé par le Parlement suite à l'Ibiza-Gate. Le jeune chancelier remporte haut la main les législatives et reprend un billet pour le pouvoir. Toutefois, la question de ces alliances reste en suspens après un véritable revers infligé au FPE. Depuis l'ouverture des mondiaux d'athlétisme vendredi à Doha au Qatar, la compétition prend des airs d'enfer pour les athlètes. Sous près de 40 degrés, les conditions sont extrêmes et l'événement tourne à la catastrophe. Madame, monsieur, bonsoir. Une salle comble, des discours offensifs et des médias aux abois. Bienvenue à la Convention de la droite. Samedi à Paris, une trentaine de personnalités se sont succédées à la tribune de la salle de la Palmeraie pour sceller le premier rendez-vous d'un rassemblement des conservateurs. Un reportage de Géraud Dufayet. Bonjour à tous. Je suis un peu ému, je ne m'imaginais pas me retrouver devant une si grande salle. Elle n'avait pas encore commencé qu'elle faisait déjà couler beaucoup d'encre. Samedi, le magazine L'Incorrect et les associations Racines d'Avenir et Cercle Audace organisaient la Convention de la droite. 3 ans après l'initiative de Robert Ménard dans sa ville de Béziers, l'objectif demeurait inchangé. Rassembler toutes les sensibilités de droite. Un intérêt toujours présent dans les esprits au vu des 2000 personnes qui avaient fait le déplacement. On a organisé cette convention de la droite pour ce que vous voyez, c'est-à-dire rompre les digues, faire venir des gens de tous les partis de droite, ce qui est une première en fait qui n'avait pas été faite depuis 20 ou 30 ans. On a un élu RN, on a un élu LR, on a toutes les sortes de droite aujourd'hui. Et pour essayer de repenser en fait ce que peut être la droite, essayer de lui redonner une âme, quoi, ce qu'elle a oublié en fait depuis des années. On a cherché à réunir plus de 2000 personnes, une majorité de jeunes, une trentaine d'intellectuels pour montrer quoi? Pour montrer qu'il faut proposer des idées, des solutions à l'heure où Emmanuel Macron semble hégémonique sur la scène politique. On le voit bien avec son débat qu'il a lancé sur l'immigration. On a voulu également montrer qu'en fait, finalement, entre l'électorat des Républicains et l'électorat du Rassemblement national, les bases étaient peu ou prou les mêmes. On le voit sur les questions qu'on aborde à propos de l'identité, de l'immigration, de l'islam, de la fiscalité. Alors on est venu à la Convention de la droite pour exprimer un sentiment de ras-le-bol, de pouvoir s'unir autour des problématiques communes qu'il y a en France. Je pense que c'est un endroit où il fallait venir. Tout simplement parce que c'est une initiative à la fois sur la métapolitique et sur la politique directe, c'est-à-dire comment est-ce qu'on peut à droite prendre le pouvoir dans les années à venir. Mais j'attends cette convention de la droite de je ne sais quoi. Je ne veux pas dire que ce serait de la droite et là-dessus je suis d'accord. Je crois qu'il y a une parole qui a été bâillonnée et je pense qu'il est plus que temps que cette parole puisse s'exprimer normalement. Tête d'affiche à l'instar de l'ex-député Marion Maréchal, le journaliste et essayiste Éric Zemmour a ouvert le rendez-vous avec un discours particulièrement offensif et avec suffisamment de résonance pour que le Premier ministre Édouard Philippe se sente obligé de le commenter. La chaîne LCI, qui retransmettait le discours en direct, a d'ailleurs été saisie par sa société de journalistes. La direction a considéré que le format était inapproprié. Il faut dire qu'Éric Zemmour a été particulièrement virulent, en déplorant par exemple l'extermination de l'homme blanc hétérosexuel catholique et l'islamisation de la rue. Entrepreneurs, intellectuels, présidents d'associations, hommes politiques français. Une trentaine de personnalités étaient réunies autour du thème « L'alternative au progressisme ». Le but de la convention en tant que telle, il est idéologique, c'est ce que disent ces organisateurs. Mais encore une fois, ils ont parfaitement raison de le faire et merci à eux. C'est très précieux de démontrer que beaucoup de gens, beaucoup de responsables politiques, associatifs, universitaires, journalistes qui viennent de beaucoup d'horizons partagent la même vision conservatrice sociale de la France et qui sont prêts effectivement à en débattre et tranquillement et sans s'injurier et sans se taper dessus. Essentiel. Maintenant, il faut aller à l'étape d'après. Comme je l'ai indiqué au public, c'est avant tout pour lutter contre le mépris et notamment le mépris médiatique qui est quand même en phase de mort clinique, si j'ose dire. Mais je n'accepte pas qu'un président du Sénat puisse, si vous voulez, interdire à des membres, à des députés républicains de dîner avec Marion Maréchal, avec laquelle j'avais moi-même déjeuné quelques jours avant. Je suis venue, comme je l'ai dit, en ami, parce que je compte beaucoup d'amis dans cette assemblée. Et je suis venue pour porter un peu de contradiction, parce que je n'aime pas l'entre-soi. Il y a à l'heure actuelle en France, je peux me tromper, hein, mais une inertie intellectuelle
un psittacisme, un rendez-vous de tous les perroquets qui est désespérant. Et si on peut, en agitant ici ou là, provoquer une originalité des idées et des propos, tant mieux. Je suis à la Convention parce que je pense que tous les courants politiques, toutes les opinions doivent s'opposer. En tant que bioprogressiste, je suis content de discuter avec des gens qui sont plutôt des bioconservateurs et qui ont donc des opinions contraires aux miennes. C'est-à-dire, je ne sais pas si c'est la naissance d'un mouvement politique ou si c'est encore une nouvelle manière de faire du combat culturel, etc. Je suis venu voir du coup ce que ça donnait. Il y a une dimension évidemment politique, l'association notamment de Zemmour et de Marion Maréchal, qu'on n'avait jamais vu sur scène ensemble pour un événement commun, peut peut-être demain donner quelque chose. Donc je suis venu regarder avec mes petits yeux ce que ça allait donner. On crée une convention. Demain, il faudra trouver d'autres méthodes pour pouvoir gagner les municipales, gagner les cantonales, gagner les régionales. Et puis peu à peu, on va installer un humus favorable dans toute la France pour avoir demain un gouvernement qui corresponde à nos convictions. Seul contradicteur présent, le philosophe Raphaël Enthoven. Soucieux de donner des gages à ses amis qui critiquaient déjà sa simple présence, il a conspué un projet réducteur voué à l'échec. Un discours quelque peu chahuté, mais tout de même applaudi par la foule qui a reconnu le courage du philosophe de gauche à exprimer ses opinions face à un auditoire hostile. Je ne crois pas qu'on puisse accéder au pouvoir en France aujourd'hui dans le paysage politique et idéologique, parce que depuis 2017, le paysage idéologique et le paysage politique se ressemblent davantage. Je ne crois pas qu'on puisse arriver au pouvoir en passant par la droite ou par la gauche. Ce sont des axiomes, ce sont des principes qui sont aujourd'hui divisés, partagés à l'intérieur d'un nouveau paradigme qui est celui qui oppose les libéraux aux souverainistes. Et donc l'ambition qui est la leur de reconquérir le pouvoir en passant par la droite, c'est une ambition, si vous voulez, c'est comme s'ils étaient empêchés de marcher par les béquilles qu'ils se donnent. Donc je ne les vois pas y parvenir. Et je suis venu leur dire, sans jugement de valeur d'ailleurs, sans morale, mais techniquement pour les 5 raisons pour lesquelles, à mon avis, ça ne peut pas fonctionner. Une alliance des droites qui semble compromise. Marine Le Pen avait en effet recommandé à ses cadres de ne pas venir à cette discussion entre, je cite, catho-conservateurs. Un point souligné par le maire de Béziers, Robert Ménard. Au Stade droite, ça a été un échec, un succès sur le coup parce qu'il y avait 2000 personnes qui avaient fait le déplacement à Béziers, ce qui n'est pas rien. Un succès parce qu'il y avait plein de participants, mais l'idée ensuite de réunir la droite dans ses différentes composantes a été un échec complet. Et l'erreur, ça a été de penser un instant qu'on pourrait, à partir de je ne sais pas quoi, d'un séminaire, d'un colloque, de rencontres, passer au-delà des intérêts de boutique des différents partis de droite. On n'arrivera jamais à asseoir à la même table un certain nombre de gens des Républicains ou du Rassemblement national. Regardez ici, il n'y en a pas. Au risque d'être en désaccord avec mon client et ami Robert Ménard, je crois que le combat culturel reste d'actualité. Je crois que le métapolitique est intéressant. Ça tombe bien. Moi, je ne m'occupe que du... Je suis un gramsciste, que cela plaise à Robert ou non. Je suis un gramsciste. Je crois au combat des idées. Je reproche une fois de plus qu'on est dans les mêmes logiques. C'est-à-dire, on va blablater, discuter, faire de grands discours aux tribunes en disant il n'y a qu'à faire ça, faut qu'on fasse ça, sans se poser les questions concrètes. Dans la même ligne qu'Éric Zemmour, mais avec plus de retenue, la petite fille de Jean-Marie Le Pen a évoqué le grand remplacement et le grand déclassement en clin d'œil aux Gilets jaunes. Elle a défendu l'union des droites et a promis à ses partisans l'avènement au pouvoir. Un discours aux allures de campagne politique, même si la soirée s'est terminée sans candidat à porter aux cieux. Autre grande invitée surprise, Candace Owens, une afro-américaine conservatrice proche de Donald Trump. Acclamée, elle a apporté un petit goût de CPAC, la grand-messe des conservateurs américains. De quoi renforcer l'allure néoconservatrice de cette convention de la droite. Je suis quelqu'un d'optimiste et donc je pense que le fait que nous soyons là, que nous soyons si nombreux et si intéressés montre bien que les gens se réveillent et sont prêts à se battre pour leur pays. Et je pense que Marion Maréchal l'a bien dit lorsqu'elle parle d'idéalisme. Pour moi, c'est vraiment un plaisir d'être là. Avec un parterre de personnalités, une salle comble et une large médiatisation importante, les organisateurs ont réussi leur pari. Une deuxième édition serait déjà en germe, malgré une absence remarquée, celle d'un ou une candidate pour porter le mouvement dans les urnes.
Et au début de ce reportage, vous aurez évidemment reconnu Jacques de Guibon, le directeur de la rédaction du magazine L'Incorrect, dont vous retrouverez demain le Zoom enregistré avec Martial Bild. Sébastien Kurz s'impose à nouveau en Autriche, 4 mois après le scandale Ibizagate ayant poussé Hans-Christian Strache à la porte de la vice-chancellerie. Le jeune conservateur de l'EVP s'impose aux législatives avec plus de 37% des voix. Une première place qui lui imposera toutefois de faire une alliance. Reste maintenant à savoir avec qui. Opération réussie pour Sébastien Kurz. L'ex-chancelier autrichien est en effet sorti bon vainqueur des élections législatives organisées après la motion de censure qu'il avait mis en dehors du pouvoir en mai dernier, 8 jours avant les élections européennes. Le scandale appelé Ibizagate, en référence à une vidéo filmée en Espagne en caméra cachée, impliquant Hans-Christian Strache, le patron du FPE et vice-chancelier au moment des révélations dans une affaire de corruption, avait en effet semé le trouble dans la coalition. Une affaire qui tombait à pic alors même que le poste de ministre de l'Intérieur occupé par le populiste Herbert Kickl était sujet à désaccord. En effet, le poste était un précaré des conservateurs depuis près de 20 ans et l'ambition de Kickl de s'intéresser à des dossiers sensibles avait terminé de convaincre Kurz qu'un remaniement généralisé était nécessaire. Un coup de poker gagnant puisque l'EVP s'est imposé avec 37%, tandis que les populistes du FPE ont perdu 10 points pour atteindre seulement les 16%. Un score décevant pour le parti qui n'a désormais plus l'assurance de faire partie de la coalition gouvernementale. Ferenc Almasi, rédacteur en chef du Visegrad Post, nous donne les clés de compréhension de cette élection. Et les conservateurs ont gagné haut la main. Il semblerait évident à l'heure actuelle que la coalition gouvernementale créée suite aux élections législatives de 2017 ne soit pas reconduite, donc les conservateurs ne formeront pas un gouvernement de coalition avec les populistes du FPE. Il reste donc comme potentiel partenaire pour former un gouvernement, d'une part les socialistes avec qui les conservateurs sont habitués à gouverner, et d'autre part, et il y a de plus en plus de signes qui montrent que c'est ce qui va se passer, ce pourrait être les Verts, qui ont pris 10%, arrivant ainsi à 14%, devenant une force politique majeure. Ce pourrait être donc les Verts qui pourraient devenir les partenaires de coalition des conservateurs en Autriche pour former un gouvernement turquoise-vert du nom des couleurs de ces partis. Pour l'heure, le visage du futur gouvernement autrichien reste encore incertain et si les résultats définitifs seront proclamés jeudi, en revanche, les tractations, elles, ne se font pas attendre. Et sans transition, une catastrophe sportive nommée Doha. Depuis vendredi et l'ouverture des mondiaux d'athlétisme au Qatar, l'événement fait plus parler de lui pour ses conditions extrêmes que ses performances sportives. Entre la chaleur et des stades vides, il s'agit tout simplement d'un échec. Thibaut Bastide. Les mondiaux d'athlétisme de Doha resteront dans les annales, pas pour l'aspect sportif, mais bien pour le non-sens de la compétition. En cause, une chaleur étouffante et des températures extrêmes. Depuis l'ouverture des mondiaux vendredi dernier, des scènes surréalistes se produisent lors de chacune des épreuves. Athlètes qui jettent l'éponge, pistes quittées en fauteuil roulant. C'est ainsi que l'épreuve du marathon féminin s'est transformée en une lente agonie pour les participantes. Malgré le choix d'organiser la course en nocturne, le mercure affichait plus de 30 degrés pour plus de 40 degrés ressentis avec un taux d'humidité à plus de 70%. Des conditions extrêmes qui ont eu des conséquences extrêmes. 28 abandons ou arrêts sur décision médicale, un record pour un marathon rythmé par les images des participantes sur des brancards ou des fauteuils roulants. Même constat pour le 50 km marche. Un tiers des concurrents n'est pas allé au bout, dont le champion du monde en titre, le français Johan Diniz. D'ailleurs, le Rémois s'est montré particulièrement virulent vis-à-vis de l'organisation de la compétition, estimant, je cite, être pris pour un con. Une indignation partagée par une partie des sportifs présents et notamment par un autre Français, Kevin Mayer. Même si pas tout le monde le dit, on voit tous que c'est une catastrophe, qu'il n'y a personne dans les tribunes, que la chaleur n'est pas du tout adaptée, qu'hier il y a eu plus de 30 abandons sur le marathon. Non, c'est triste. Après, je pense que dans ces moments-là, il faut laisser place à la raison et plus se concentrer sur la passion. Sinon, j'aurais boycotté ces championnats si j'étais pas d'accord. Donc, clairement, je suis ici et je pense qu'à une chose, c'est à mon décathlon. Je pense pas à ce qu'il y a autour.
Une chaleur accablante et des tribunes vides. En effet, depuis le début des épreuves, le stade Khalifa, pourtant majestueux et climatisé grâce à un système de 3000 bouches d'aération, quitte à laisser de côté l'aspect environnemental, est loin de faire le plein et seulement 50 000 tickets pour les mondiaux de Doha ont été vendus. Un échec que les organisateurs tentent de camoufler en bâchant la partie la plus haute et remplissant les tribunes avec des travailleurs migrants et des enfants pour diminuer au maximum la mauvaise impression visuelle. Cependant, ce constat n'étonne pas grand monde tant l'échec était prévisible. Alors que c'est la première fois qu'une telle compétition a lieu dans un pays du Moyen-Orient, l'événement sportif n'est en rien dans l'intérêt de ceux qui y participent, mais bien de ceux qui l'organisent. En effet, ces mondiaux d'athlétisme sont considérés comme un risque insensé au nom d'une vitrine publicitaire pour le Qatar. Cependant, cette publicité n'est pour le moment pas glorieuse, avec des athlètes qui luttent plus pour leur survie que pour la victoire et 10 jours de compétition dans un stade énergivore avec personne à l'intérieur. Ainsi se pose la question de l'intérêt d'attribuer ces mondiaux au Qatar si ce n'est pour le seul aspect financier. D'ailleurs, une enquête française est en cours pour faire la lumière sur ces conditions d'attribution. Une chose est sûre, ces mondiaux d'athlétisme n'augurent rien de bon alors que le Qatar est également l'organisateur de la Coupe du Monde de football en 2022. Et on reste avec Thibaut Bastide pour l'actualité en bref. L'inquiétude règne toujours à Rouen. 5 jours après l'incendie de l'usine Lubrizol classée Seveso, le ministre de l'écologie, Elisabeth Borne, a affirmé que les analyses réalisées n'ont montré aucun polluant problématique dans l'air et sur la suie. La collectivité rouennaise a même indiqué que l'eau était potable pour rassurer la population, malgré des images d'eau du robinet noir. De leur côté, des enseignants ont fait valoir leur droit de retrait alors que certains de leurs collègues et des enfants ont été victimes de maux de tête. Un mal également dénoncé par le syndicat Alternative Police. Le ministre de l'économie a la main lourde. Dimanche, Bruno Le Maire a confirmé que l'écotaxe perçue auprès des conducteurs de voitures dont les émissions de CO2 sont trop élevées allait être augmentée en janvier prochain. Pour un véhicule qui dégagerait 140 grammes de CO2 par kilomètre, elle devrait passer de 690 € à 1901 €, soit une augmentation de plus du double. Pour justifier cette hausse vertigineuse du malus, le locataire de Bercy a invoqué la fameuse volonté de transition énergétique du gouvernement, de quoi revigorer les gilets jaunes. La mairie de Grenoble, victime des flammes. Dans la nuit de dimanche à lundi, un incendie a endommagé une partie des bâtiments de l'hôtel de ville de Grenoble, dans l'Isère, sans faire de victimes. La salle du conseil municipal, refaite en 2015, a été totalement détruite. L'origine de l'incendie n'est pas encore connue. Un nouvel épisode des ravages de la PMA. Aux États-Unis, un couple de lesbiennes a porté plainte contre une banque de sperme au motif qu'une d'entre elles aurait été inséminée avec le mauvais sperme. La clinique aurait fourni l'échantillon d'un homme noir à la place de celui d'un homme blanc, donnant ainsi naissance à un bébé métis. Pour justifier sa plainte, la mère de la petite fille estime qu'elle pourrait être victime de discrimination dans le futur. La technologie peut vous jouer des tours. Pour rallier Paris depuis le département du Lot, un touriste britannique a décidé d'emprunter l'autoroute A20 comme le lui conseillait son application GPS. Rien d'anormal, mis à part qu'il circulait à vélo. Pas de quoi inquiéter le touriste qui pédalait sur la bande d'arrêt d'urgence de la voie rapide. Alertés, les patrouilleurs des autoroutes et les gendarmes du peloton autoroutier l'ont intercepté au niveau du viaduc de la Rose sur la commune de Nadillac, au nord de Cahors. Et voilà, on approche déjà de la fin de cette édition. Dans un instant, notre Zoom du jour. Martial Bilde reçoit Alexandre Devecchio, journaliste au Figaro. Il publie Recomposition, un ouvrage sur le bouleversement politique actuel et l'avènement du populisme face au progressisme d'Emmanuel Macron. Il y a une soif de protection qui est culturelle, mais aussi économique, que tout est lié. Cela dit, je crois que le moteur principal, je le dis dans le livre, c'est quand même la question de l'identité, des identités nationales. Parce que si je crois que les peuples se sont résignés peut-être ces 40 dernières années à voir leur niveau de vie stagner, voire régresser, ils ne se résigneront pas à voir leur mode de vie disparaître. Donc on voit bien qu'il y a eu une
une accélération de la poussée populiste depuis la crise migratoire de 2015. Ça commence avec le Brexit, ensuite il y a l'apparition de l'AfD en Allemagne, jusqu'à la victoire de Salvini en Italie, qui assoit d'ailleurs sa crédibilité et sa popularité sur cette question-là. Également au programme de votre soirée Politique Éco, Pierre Bergerot s'est entretenu avec Olivier Delamarche et Philippe Béchat du laboratoire d'idées Les Éconoclastes. Ils parlent de la mise à l'écart volontaire du dollar dans l'économie russe. Tout de suite, retrouvez La France de Campagnol de Christian Combaz et Mes libertés politiques avec François Billot-de-Lochner. Et à présent, c'est la fin de cette édition. Merci pour votre fidélité. À demain. Bonsoir. Dans la discussion récente qui a opposé les bénéficiaires d'une retraite avantageuse de type SNCF, EDF, etc., et ceux qui relèvent du régime général, discussion qui jette en ce moment tout le monde un peu dans la rue, on mélange tout et c'est dommage. Quand une profession décide de faire une caisse commune, les avocats par exemple, pour que les gens qui cotisent chez elle soient mieux lotis que les autres, tout le monde dit c'est son droit, on ne va pas lui voler son trésor de guerre. Oui, mais pour ça, comme me l'a fait observer mon ami Gustave, qui a l'œil assez exercé sur ces choses-là, il faut que le trésor de guerre en question n'ait pas été volé lui-même. Qu'est-ce que tu veux dire? Eh ben, je veux dire que dans les deux cas, EDF ou avocats, les avantages de leur retraite, ils les ont quand même réunis en se payant sur notre dos. On nous dit ils ont cotisé, etc. Oui, mais en fait, ils nous ont fait payer leur cotisation. Quand un avocat te demande 300 € pour envoyer 2 recommandés, il se fout de toi, mais surtout, il t'inflige son régime social parce qu'il le répercute dans ses honoraires. Alors là, je lui dis, écoute, ma nièce est avocate, pour 1000 € perçus, elle en gagne à peine 300. Et il me dit, mais moi, c'est ma fille, hein, c'est bien ce que je te dis. Énorme cotisation, sans parler de la CSG, SIRDS, etc. Il y a la retraite de base, la proportionnelle, le droit de plaidoirie, les 13% de la retraite complémentaire, les impôts, etc. Et pour l'EDF, c'est pareil. Tiens, me dit-il, je vais te raconter mon dernier week-end à Requista. Requista, là je fais une parenthèse, c'est une bourgade dans l'Aveyron où il avait de la famille. On fêtait là les 60 ans de Janine et son mari. Ils ont le même âge à 2 mois près. Et il me dit, mais si, tu sais bien, Janine, c'est une ex avec qui j'ai gardé les meilleures relations, la preuve. Et donc, elle a épousé un agent EDF. Autant te dire qu'à 60 ans, parce qu'elle a été à l'EDF elle aussi, ils sont retraités tous les deux depuis longtemps. Et tous leurs copains sont du même âge et étaient dans la même partie, dans le même métier. Du coup, ils louent une salle des fêtes. C'était pas à Requista même, mais dans un patelin de 200 habitants à côté, et ils arrivent à 5 ou 6, avec chacun un camping-car, je n'exagère pas, me dit-il, un truc à 60 000 €, le genre Mastoc avec moto de 125 à l'arrière, etc., antenne satellite. Et là, ils se garent derrière l'église, sur un terre-plein, pas trop visible, derrière les ormes, et ils commencent à tirer un câble vers le boîtier EDF. Ils te font sauter le couvercle avec la clé ad hoc et puis ils branchent une prise là où il faut avec des pinces. Et là, pendant 2 jours, 2 ou 3 de ces camions se sont éclairés sur la maison EDF. Alors tu vas me dire, de toute façon, l'électricité, ils la payent à 5% du prix normal. Et moi, je te réponds, c'est vrai, mais en fait, c'est nous qui payons le reste. Et quand ils augmentent les tarifs, c'est pour payer non seulement les équipes de secours, les transformateurs, tout ce que tu veux, mais aussi leur régime social qui leur permet de s'acheter un camping-car monstrueux et de l'alimenter sous notre nez en tirant un câble. Alors, il y a quelqu'un qui était là qui a dit « Je confirme ». C'est un type assez jeune qui avait l'air très renseigné, mais qui n'a pas dit pourquoi. C'est le patron ensuite qui nous a dit, quand il est sorti, mais il était chef de secteur, c'est normal, il est de Saint-Cernin. Alors, et quoi, il ne l'est plus, ai-je demandé. Il a été viré. Non, il est retraité, mais il vit au Portugal. Voilà. Abonnez-vous, merci. La dernière lubie du président américain Donald Trump a de quoi surprendre. Il veut acheter le Groenland. Non mais quelle idée! Et surtout pourquoi faire? Le Groenland est, rappelons-le, propriété du Royaume du Danemark.
Mine de rien, cela représente un peu plus de 2 millions de kilomètres carrés, soit la deuxième plus grande île au monde, juste derrière l'Australie. Longtemps revendiqué par le Royaume de Norvège, il est sous le drapeau danois depuis le début du XIXe siècle. Si les États-Unis souhaitent que le Groenland tombe dans leur escarcelle, c'est qu'il y a un rapport entre les deux territoires. En effet, une ancienne tradition raconte que c'est à partir de l'Islande et le Groenland que le fils du viking Éric le Rouge, 500 ans avant Christophe Colomb, aurait pris le large pour découvrir l'Amérique. Bon, mis à part cela, mis à part cette blague, en soi, rien n'empêche un territoire d'en acheter un autre, et donc la requête de Donald Trump n'a rien d'absurde, n'en déplaise aux caricaturistes de tout poil. Mais le problème, c'est que le Groenland n'a aucune envie d'être racheté. Ce qu'il veut, le Groenland, c'est l'indépendance. Mais le Danemark ne veut pas en entendre parler, car la possession du Groenland lui permet de bénéficier du statut de pays arctique, ce qui lui donne divers avantages internationaux. Ainsi donc, pour le Danemark, niet à l'indépendance du Groenland, et pour le Danemark, niet à la vente de cette terre glacée aux États-Unis. Eh bien, du côté de Washington, les choses sont un peu différentes, elles sont vues différemment. En effet, il s'agit pour Donald Trump d'un moyen habile de répondre à la concurrence russe et chinoise dans la région. La glace fait bien des envieux. Derrière la fanfaronnade trumpiste, il y a des questions militaires, il y a des problèmes énergétiques, il y a des défis scientifiques, il y a des enjeux de sécurité colossaux. Bref, c'est du sérieux. Proclamer sa volonté d'acheter au Danemark le Groenland, cela permet de montrer au monde que le président Trump a toujours en tête de rendre l'Amérique great again. Mais évidemment, en France, on se gausse. On rigole, on lève les yeux au ciel, on traite Trump de pingouin. Eh oui, c'est que la France a oublié depuis bien longtemps ce qu'était une politique étrangère, ambitieuse et dynamique. Vous pouvez m'écrire si vous le voulez. À très bientôt.